Bonsoir. Ce soir, nous sommes au cœur de l'actualité avec la nomination au poste de Premier ministre à Paris de notre voisin savoyard Michel Barnier. Je suis très heureux d'accueillir Luc Ferry, que vous connaissez tous, et j'aimerais remercier aussi l'association Informe qui nous donne l'opportunité d'avoir M. Ferry ici avec nous ce soir, son président Patrick Valélian et sa directrice qui sera aussi la modératrice ce soir, Karine Papillot. Bonne soirée. Merci. Et ce soir, je suis pour la première fois dans l'histoire de Suisse Med Culture, dans la courte histoire de Suisse Med Culture, je suis aussi protagoniste. Il faut bien commencer. François, restez avec nous. Merci aussi de nous recevoir et merci pour ce magnifique partenariat qui nous permet à nous, Association Informe, de vous proposer une rencontre avec Luc Ferry. Notre vocation à Informe, c'est de poser les grands enjeux des grands enjeux de l'information aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la désinformation, à l'heure de l'intelligence artificielle et de toutes ces fausses nouvelles qui nous submergent et dont nous croyons certaines d'entre elles, bien malgré nous, parce que ça circule et qu'on a bien du mal à faire le tri aujourd'hui. Donc c'est l'objectif de la création de cette association qui est en train de devenir une fondation. Alors, pour le moment, nous allons donc discuter de cette crise démocratique en France, mais surtout à l'aune du modèle suisse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Suisses dans cette salle, mais pas seulement. Vous avez un modèle assez iconoclaste, très différent de celui du logiciel français, qui vous permet d'assurer une solidité démocratique qui est très mise à mal en France, comme vous le savez. Donc on va confronter deux modèles politiques et deux modèles de société par le dialogue entre deux personnes qui s'y connaissent plutôt très très bien, malgré leur pudeur et leur modestie à affirmer leurs qualités les uns les autres, mais on les connaît, et qui dégageront donc le paysage démocratique de nos deux pays, la France et la Suisse, à travers des questions de construction politique, de l'éducation, du rapport au progrès, à la notion de libéralisme, et puis en évoquant aussi le contexte des nouveaux enjeux écologiques. Peut-être, à partir de là, imaginer le modèle de société idéal, parce que rien n'est jamais totalement parfait. Alors, nous avons avec nous, bien sûr, son Excellence François Barras, que je n'appellerai pas comme ça, qui est docteur en anthropologie, diplômé de l'Université de Londres, qui est ancien ambassadeur de Suisse aux États-Unis, en Chine, au Liban, Émirats Arabes Unis, Israël, Mexique, Hong Kong. J'avais dit, vous m'aviez demandé, François, d'être très brève là-dessus, mais tout de même, je ne peux pas passer sur toutes ces fonctions très honorifiques et très honorables que vous avez exercées avec beaucoup de talent et qui vous donnent un regard sur le monde et une expertise sur le sujet qui nous occupe tout à fait particulière. Et vous êtes aussi président de Swiss Med Culture. Et puis à côté de vous, Luc Ferry, qui est alors évidemment philosophe, vous le connaissez tous, qui est aussi un intellectuel absolument inclassable, qui est aussi pilote de course, ça on le sait moins. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous fais un peu languir. Ancien ministre de l'Éducation nationale sous la présidence de Jacques Chirac et membre du Comité consultatif national d'éthique en 2009. C'est faux ça ? On fera ma nécrologie plus tard. Mais c'est un abrégé, c'est même pas la nécrologie. Enfin, en tout cas, Luc est l'auteur de 220 livres traduits en 45 langues. Et surtout, on le retrouve, vous avez le bonheur de l'écouter sur tous les sujets, sur LCI avec Daniel Cohn-Bendit, le dimanche soir, mais aussi sur le lundi matin sur Radio Classique, l'Esprit Libre, parce qu'avant tout, Luc Ferry est un intellectuel à la très courageuse liberté de ton. Donc peut-être nous allons commencer, messieurs, à faire un état des lieux, peut-être, de ce qui caractérise le modèle politique français et le modèle politique suisse, que vous allez nous synthétiser brièvement. Peut-être Luc. Allez, François, vous allez faire des politesses toute la soirée, je vous vois venir. François. Alors, le modèle politique suisse. Pendant 30 ans, comme Karine vous l'a dit, j'ai été diplomate, et une de mes tâches principales a été d'expliquer la Suisse dans les différents pays où j'ai travaillé. Alors bon, la Suisse, c'est un pays qui est connu pour ses montres, pour ses banques, pour son innovation, pour son multilinguisme. Mais ce qui caractérise vraiment la Suisse, au-delà de toutes ses particularités, c'est une culture politique unique. Il y a 5 éléments qui caractérisent cette culture politique. Le premier élément, c'est le fédéralisme. Bon,
26 cantons, 2000 communes, un État central beaucoup moins fort que dans les autres pays. Le principe de subsidiarité, ça veut dire que tout ce que la commune fait, elle le fait. Si elle ne peut pas le faire, ça va au niveau du canton, et si le canton ne peut pas le faire, ça va au niveau de la confédération. Deuxième élément aussi très, très important, c'est ce qu'on appelle la concordance. C'est-à-dire qu'en Suisse, vous n'avez pas de majorité et d'opposition. Vous avez au niveau fédéral un conseil fédéral avec 7 ministres qui représentent 4 partis. Donc, et vous avez le principe de proportionnalité. Donc vous avez un esprit de compromis au niveau du gouvernement. Le gouvernement prend ses décisions en général à l'unanimité, après des discussions, et c'est très très différent de ce que vous trouvez ailleurs. Esprit de compromis aussi, vous avez chaque année un nouveau président. Vous avez 7 conseillers fédéraux et chaque année un président qui est un primus inter pares, qui est président pendant une année. Donc cette concordance est quelque chose de très important et qui nous différencie de pas mal d'autres pays. Troisième élément, c'est la démocratie directe. Alors la démocratie directe, vous la connaissez tous. Il y a 2 types de démocratie. Il y a l'initiative populaire. Si un groupe veut avoir un amendement à la Constitution, il récolte 100 000 signatures et cet amendement, dans la mesure où il ne va pas contre les principes fondamentaux de la Suisse, est présenté au peuple pour être voté. Et il faut une double majorité, la majorité de la population et la majorité des cantons. Dans 2 semaines ou 3 semaines, on va voter de santé sur des questions de LPP, le 2e pilier pour la protection de la vieillesse. Alors qu'on a en général 3 à 4 votations par année, et c'est vraiment une épée de Damoclès sur les politiciens, parce que finalement, cette démocratie directe, le peuple finalement a le dernier mot. Ensuite, vous avez la démocratie, le référendum. Le référendum, ça veut dire un projet de loi qui est adopté par le Parlement. Si vous récoltez 50 000 signatures, ce projet de loi doit aussi passer devant le peuple. Donc ça, c'est le 3e élément qui est très, très important. Et puis, ensuite, vous avez comme autre élément la neutralité, qui est un élément, bon, ça c'est pour notre politique étrangère, c'est constitutif de la Suisse. Il y a aussi beaucoup de débats sur la neutralité. La neutralité n'est pas elle est inscrite dans la Constitution, mais ce n'est pas un but en soi. La neutralité, c'est un moyen. C'est un moyen pour assurer notre sécurité. Donc maintenant, il y a toutes sortes de discussions par rapport justement aux grands problèmes du monde et comment est-ce que cette neutralité peut encore au XXIe siècle assurer la neutralité de la Suisse. Et puis finalement, le dernier élément, c'est la relation de proximité entre le citoyen et le politique. Il y a une espèce de contrat de confiance qui existe entre le citoyen et le politique, de telle manière que le citoyen se sent vraiment en confiance. Dans les sondages, on voit que le peuple suisse montre un grand degré de confiance par rapport à ses gouvernants, par rapport à la police, par rapport à l'administration. Et quand vous parlez, par exemple, avec des étrangers qui ont affaire avec l'administration suisse, ils vous disent que très souvent que la manière dont un fonctionnaire vous reçoit est assez différente en Suisse que dans d'autres pays. Donc il y a cette proximité. Pour en finir, j'avais un ami français, et je lui expliquais le matin, moi quand je vais au bureau à Berne, de temps en temps, ça m'arrive dans le bus de rencontrer le président de la Confédération, qui prend le bus avec moi pour aller au bureau. Et mon ami français me dit, mais bon, c'est magnifique, extraordinaire, mais c'est pas un peu indigne? Bref, voilà. Donc 5 éléments, fédéralisme, neutralité, démocratie directe, concordance au niveau de la gouvernance, et puis cette proximité entre le citoyen et le politique. J'étais un peu long, mais... Non, mais c'est intéressant, c'est bien. C'est l'opposé absolu de la France. Luc, alors. À vous, Luc, de prendre le micro. Non, mais moi, j'adore la Suisse. Ma fille travaille à Genève, elle a fait le HL. Bon, et donc, je suis un fan absolu de votre pays. Oups.
2,3 points de chômage, 6 000 euros de revenus moyens en Suisse. En France, c'est 2 400 euros. Enfin, je dis euros, francs-suisses, c'est pareil, c'est à parité à peu près. Et donc, taux de chômage vraiment quasiment parfait. Enfin, non, parfait, on ne peut pas faire mieux que 2,3 points de chômage, on ne peut pas faire mieux, parce qu'il y a toujours 3 personnes sur 100 qui ne peuvent pas travailler. Bon, donc c'est un pays de ce point de vue-là formidable, multilinguisme, un pays paisible. Voilà, ce que j'aime le plus dans les 5 points qu'a évoqué notre ami, c'est la concordance. C'est ce qui manque le plus en France, évidemment. Donc voilà, moi mon préféré c'est le système allemand, mais c'est très proche. Hein, le système allemand paraît être le meilleur d'Europe, hein, mais c'est très proche. C'est aussi un système qui oblige à la concordance. Et moi je suis pour la proportionnelle. J'étais gaulliste, je suis toujours gaulliste, mais donc j'ai pendant des années défendu le système majoritaire, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je vous explique pourquoi, si vous voulez comprendre la situation française. Aujourd'hui, du temps du général de Gaulle et au fond jusqu'à Jacques Chirac compris, on avait 2 camps. Il y avait la droite et la gauche. Voilà, il y avait et du coup, quand le président était élu, il avait quasi automatiquement une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui lui permettait de gouverner. Moi, je trouve que c'est trop, d'ailleurs, parce que ça devenait un monarque absolu, mais en tout cas, le système fonctionnait. De mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, on avait 360 députés LR, enfin gaullistes ou NP à l'Assemblée. Ils sont 44 aujourd'hui. Bon, effondrement complet. Et donc, on avait un système majoritaire qui fonctionnait relativement bien, avec un président de la République élu au suffrage universel, et puis une majorité qui allait derrière l'élection du président de la République. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre la situation française, il n'y a pas 2 grands courants, il y a 6 courants politiques en France, et qui sont à peu près à égalité. Vous avez ce qui reste des gaullistes, s'appelle les Républicains, ce qui reste des socialistes, le Parti socialiste. Vous avez les 2 extrêmes, le Rassemblement national et puis la LFI, l'extrême gauche. Vous avez les écologistes et les centristes. Donc, vous avez 6 courants politiques. Quand, aux dernières élections présidentielles, au premier tour, c'est le premier tour qui compte parce que c'est au premier tour qu'on choisit, après on élimine. Au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a 8,5 millions de voix, il y a 47 millions d'électeurs en France. Donc il est archi minoritaire. Après, il est élu avec une fausse majorité, mais parce qu'on refuse Marine Le Pen. Mais en vérité, ce qui compte, c'est le premier tour, parce que le premier tour, c'est positif. Il est archi minoritaire. Ce qui fait que la gouvernabilité du président de la République est à peu près nulle. Et il peut quasiment rien faire, parce qu'il est constamment entravé dès qu'il veut faire quelque chose d'un petit peu courageux ou difficile à faire passer. Et donc, on a une situation dans laquelle, moi, je défends maintenant un système proportionnel à l'allemande. Moi, je trouve que moi j'ai fait mes études en Allemagne, je parle l'allemand pratiquement, enfin je le parlais comme le français, je parle un peu moins bien aujourd'hui. J'ai passé 30 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands, notamment Kant dans la Pléiade, et donc je regarde ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, et ce que je trouve admirable en Allemagne, mais en Suisse, l'idée de concordance est la même au fond. C'est ce système proportionnel intelligent qui oblige le chancelier. Moi j'avais une immense admiration pour Madame Merkel, je trouve formidable chef d'État, ou en tout cas chef de gouvernement. En vérité, elle était les 2. Et donc, je crois que c'est ça qui est assez admirable en Allemagne, c'est que quand le chancelier fait sa tambouille avec les autres partis, en l'occurrence c'est CDU ou plutôt SPD avec CDU et écologistes, quand il termine son travail de concertation, il représente 65 ou 70% des Allemands. Le président de la République ne représente pas aujourd'hui 20% positivement des Français. Il ne peut rien faire. Il est bloqué en permanence. Même s'il était génial, ce qui n'est pas le cas, il est bloqué de toute façon. Voilà. Et donc ce système ne fonctionne plus. Voilà. Moi je recommande un système de proportionnel aujourd'hui pour obliger à cette concordance, que ce soit dans un système suisse ou un système à l'allemande, parce que ça n'est plus possible. Et puis ce système de monarchie républicaine est devenu absurde. Ça n'a aucun sens qu'un gamin à l'Élysée soit capable et puisse nommer 3000 personnes. Il n'a aucun pouvoir sur le cours du monde pratiquement, mais il a un pouvoir sur les hommes qui est ridicule, qui est grotesque. Et donc on le voit bien avec cette espèce de psycho-comédie ridicule de nomination du Premier ministre. Bon. Et donc ça dure des années, enfin, on ne sait pas où on va, depuis 7 ans on ne sait pas où on va. Et on a une dette qui est... Quand je suis arrivé au gouvernement, la dette de la France était de 58% du PIB, elle était exactement au même niveau que la dette de l'Allemagne.
Elle est à 113% du PIB. Aujourd'hui, comprenez bien ça, la charge de la dette, c'est appelons les intérêts de la dette, 84 milliards d'euros, c'est plus élevé que ce que rapporte l'impôt sur le revenu. C'est absurde. On va être bousillé par les agences de notation, les taux d'intérêt vont remonter. On a le déficit de la balance commerciale le plus élevé de la zone euro, le déficit des comptes publics le plus élevé de la zone euro. Ça n'a aucun sens. On organise le déclin de la France. Et donc il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de gouverner, qui soit capable de concerter avec les autres, et qui soit capable de dégager une majorité absolue, mais non pas sur la base d'une élection rapide, comme c'était le cas dans le scrutin majoritaire, mais sur la base de la concordance, comme c'est le cas en Allemagne ou comme c'est le cas en Suisse. Voilà. Dernier point que j'évoquerai, vous êtes dans un pays ici, nous sommes ici en Suisse, dans un pays qui est extrêmement libéral. Voilà. Moi je suis gaulliste, ça veut dire quoi gaulliste? Ça veut dire très libéral en économie et très républicain en politique. Très étatiste en politique et très libéral en économie. Pour partager les richesses, il faut d'abord les produire. Et seul le libéralisme est capable de les produire. Donc je pense qu'on a un pays qui n'est pas assez libéral et pas assez étatique. Aujourd'hui, on a un pouvoir faible sur le plan politique, notamment sur les questions de sécurité, d'immigration. Pardon, je vais être grossier, mais on déconne complètement. Bon. Et en même temps, on n'a pas un pays libéral non plus. Les entreprises sont chargées, sont écrasées par les charges, incapables d'investir dans l'innovation. On a un pays qui est en train de s'écrouler sur le plan économique, sur le plan budgétaire, et qui pour autant n'est pas non plus performant ni sur les questions sur les questions régaliennes. Voilà. Donc je pense que là, vous êtes dans un pays extrêmement libéral, et moi je pense qu'il faut allier les deux. Voilà. Il faut avoir un pays extrêmement libéral sur le plan économique, et en même temps un pays qui soit extrêmement puissant sur le plan étatique, qui soit extrêmement puissant sur les questions régaliennes de sécurité, d'immigration, et puis d'école aussi. Notre école va très très mal. Donc voilà, on est dans un paysage qui est vraiment dramatiquement mauvais aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ne serait-ce qu'à cause de la dette. Et la dette, les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Moi je vous dis, je m'arrête là. Quand le pays est écrasé par la dette, et je viens de vous donner les chiffres, ils sont absolument écrasants, non seulement le déclin économique se profile à l'horizon, parce que le moyen le plus simple de compenser la dette, de payer les charges de la dette, c'est les impôts. C'est pour ça qu'on est écrasé des impôts. Et c'est pour ça que nos entreprises vont mal. On va, dans l'année qui vient, avoir une traînée de poudre de faillite de TPE et de PME. C'est une catastrophe. Voilà. Mais en plus, ce qui est très grave sur le plan politique, quand le pays est endetté à ce point-là, c'est que la com remplace l'action politique. C'est ça qu'on vit avec Emmanuel Macron depuis 7 ans. On est dans la com, mais pas dans l'action. Et quand on n'est pas dans la com, on est dans le sociétal. C'est-à-dire on s'occupe d'euthanasie et d'avortement. Ça coûte rien, ça met pas les gens dans la rue, c'est pas compliqué de dire on va mettre l'avortement dans ça sert strictement à rien, il n'y a pas un seul parti politique qui veut revenir sur la loi Veil, mais ça fait bien. Et puis on va faire une loi sur l'euthanasie, 90% des Français sont pour, donc vous risquez rien en faisant ça. Mais c'est pas ça dont la France a besoin. Elle a besoin que sécurité, immigration, elle a besoin que les entreprises puissent repartir, et elle a besoin d'une école qui forme les enfants. C'est pas le cas aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Voilà. Donc, je suis désolé de le dire, mais il faut qu'on passe en France à un système de concorde. Voilà, c'est ça que je retiens de votre intervention, et pas un système. On est dans la société de la haine aujourd'hui. C'est ça la France aujourd'hui. Tout le monde, les 6 partis se détestent entre eux. Si je peux juste rebondir sur le libéralisme, parce qu'en Suisse, le libéralisme joue un rôle essentiel, et ça vient du 19e siècle. On a eu notre dernière guerre civile en 1848 entre progressistes libéraux et conservateurs plutôt catholiques. Les conservateurs ont perdu la guerre, et ça a été la seule révolution de 1848 qui a réussi. Et entre 1848 et la fin du siècle, on a vu le triomphe du libéralisme avec la création de beaucoup d'industries, la création des grandes banques, le Crédit Suisse, le percement du tunnel du Gothard, tout un réseau ferroviaire qui s'est construit avec Escher, qui était le fondateur du Crédit Suisse, qui est une grande figure libérale. Et jusqu'à aujourd'hui, la Suisse est vraiment marquée par ce libéralisme. Oui, c'est vrai.
Et si vous voulez comprendre pourquoi la France n'est pas un pays libéral, d'ailleurs, Jacques Chirac disait toujours, mais les libéraux sont des cons, pardon de le dire comme ça, il le disait comme ça. La droite gaulliste détestait le libéralisme autant que la gauche. Donc il y a 80% des Français qui détestent toute espèce d'idée libérale. On a eu Tocqueville, on a eu Constant, on a eu des grands penseurs libéraux, mais pas sur le plan économique, on a eu des penseurs libéraux sur le plan politique. Juste, je vous donne c'est mon côté vieux prof, un conseil de lecture. Ça vaut la peine. Lisez La fable des abeilles, si vous ne l'avez pas déjà lu, de Mandeville, 1714. Vice privé, bénéfice public. C'est la base de tout le libéralisme anglo-saxon, d'Adam Smith en particulier. C'est l'idée qu'en laissant les intérêts particuliers se développer dans la société civile, eh bien, même si ces intérêts particuliers qui sont représentés dans les entreprises et dans les familles sont des intérêts égoïstes, au final, c'est ça qui enrichit la société, qui produit la richesse. Après, on peut la partager si on en a envie. Mais il faut d'abord la produire. Donc, vice privé, égoïste, d'accord, mais bénéfice public. Et un peu plus tard, vous avez la Révolution française, et vous avez les gouvernements, les textes de Robespierre sur le gouvernement révolutionnaire, dans lesquels Robespierre explique, mais au fond, tous les jacobins vont penser ça, que la société civile, c'est-à-dire la société de la famille et de l'entreprise, c'est ça la société civile, ben, c'est vicieux, c'est le vice. Pourquoi c'est le vice? Parce que c'est les intérêts particuliers, c'est l'égoïsme. Et donc il faut constamment, on est rentré dans cette logique depuis la Révolution française, dans cette idée que l'État est là pour corriger les vices de la société civile qui est pourrie, qui est malhonnête, parce qu'elle vise l'intérêt particulier. D'où cette espèce de haine du libéralisme qui a dominé la France, aussi bien à droite qu'à gauche, si je puis dire, depuis la Révolution française. Et ça, on le paye très cher, parce que, encore une fois, je ne suis pas du tout un néolibéral fou, mais si on veut partager les richesses, il faut les produire. Et il n'y a rien qui produise mieux les richesses qu'un système capitaliste libéral dans lequel les entreprises ne sont pas écrasées par les charges. Mes amis du MEDEF, on en parlait, Gattaz, les Gattaz, ils disent, mais foutez-nous la paix. On ne vous demande pas d'aider les entreprises, on demande de ne pas les écraser de charges. Mais quand on a 3150 milliards d'euros de dette et que les intérêts explosent, on écrase les entreprises de charges parce que c'est le moyen le plus facile de réduire la dette. C'est le plus simple. Voilà. Tandis que réduire... On va arriver au chiffre de 6 millions de fonctionnaires. Non mais on est malade. J'en suis un, mais je n'ai pas une raison. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. On a recruté cette année 59 000 fonctionnaires de plus. Alors qu'il faut absolument réduire considérablement le nombre de fonctionnaires en ne renouvelant pas des départs à la retraite, ce qui fait de mal à personne. Parce que quand vous ne renouvelez pas un départ à la retraite, vous virez personne, vous ne faites pas de mal au type. Et puis, ce n'est pas des gens qui vont aller envahir le marché du travail, puisque c'est des retraités. Mais il faut avoir le courage. Je donne toujours cet exemple. On a une administration en région en France qui gère les lycées, une administration en département qui gère les collèges. C'est 2 fois la même administration. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, c'est idiot ce qu'on fait. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais j'adore la France aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'histoire littéraire française, l'histoire politique française. La France est un très grand pays de culture. C'est un pays, la langue française est magnifique. Mais franchement, aujourd'hui, la politique, ça va pas, quoi. Il faut vraiment qu'on s'inspire de la Suisse et de l'Allemagne pour essayer d'aller vers cette concorde sans laquelle on n'y arrivera pas et sans laquelle on ne sera jamais capable de faire passer des mesures courageuses. C'est ça le courage. Lucide et courage, c'est ça qui nous manque, pour notamment rétablir les comptes publics et puis limiter, ce que Mme Meloni a fait très bien en Italie, vous avez vu le succès de Mme Meloni, de limiter l'immigration illégale. 67% d'immigration illégale en moins en Italie cette année. Tout le monde disait, elle ne va pas y arriver, si, elle est tout sauf fasciste, elle n'est ni raciste, ni antisémite, elle n'est absolument pas mussolinienne, c'est pas vrai. C'est une femme tout à fait estimable. Mais elle a réussi cette année à diminuer de 67% le nombre d'immigrés illégaux. Donc, chapeau, il faut le faire. Voilà. Après avoir évidemment pendant 2 ans eu beaucoup de difficultés, puisque quand elle arrive en 2002, il y a en gros 53 000 à peu près, en 2003 120 000, catastrophe, tout le monde dit elle a perdu, mon ami Danny Cohn-Bendit dit regarde, tu vois, elle est nulle, si elle soucie pas. Voilà. Et puis en fait là, elle a réussi en passant des accords avec la Libye, des accords avec la Tunisie, et en installant en Albanie un centre de rétention des migrants avec l'accord, et elle a obtenu l'accord de Mme von der Leyen, ce qui n'est pas facile, et l'accord de l'Union européenne. Donc on n'est pas dans un régime fasciste, hein, c'est pas l'Italie toute seule qui a fait ça.
Vous voyez? Donc moi je dis c'est possible, ça montre, cette dame elle montre que des choses sont possibles, mais on a besoin pour ça d'un consensus pour y arriver, et en France ce consensus n'existe pas, on est encore une fois dans la société de la haine, tout le monde se déteste. C'est pas bien ça. Alors vous faites le portrait, enfin vous faites un constat qui est accablant mais qui est parfaitement réel. Je précise pour les Français dans la salle que formidable Michel nous organise un petit pot de l'amitié, vous en aurez bien besoin après ces... Oui, parce que j'ai la langue qui... Alors le constat que vous venez de dresser devant nous, Luc, est-ce que c'est... Parce que bien sûr, il y a des intellectuels en France qui peuvent penser, vous en êtes sans doute un des héros à UTS, est-ce que ça veut dire que le débat intellectuel n'est plus connecté à la réalité politique et au savoir-faire technocratique? Est-ce que c'est un problème de personnes? Est-ce que ce sont nos institutions françaises qui sont désormais obsolètes, étant donné qu'il y a un changement de société, etc. Qu'est-ce qui pêche non, si je peux me permettre de... Bon, moi je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Je suis gaulliste de toujours, mais c'est ma famille, si je puis dire. C'est mon amitié. Mais j'ai jamais appartenu... Je suis société civile à l'état chimiquement pur. Non, je pense que dans le monde intellectuel comme dans le monde politique en France, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé après 68. Quand je suis gamin en 68, j'ai 17 ans, tous mes amis de droite sont nationalistes. Le journal des gaullistes s'appelle La Nation, dirigé par Pierre Charpy, qui est un type très sympathique. La Nation, la France, la France, la France, comme mon ami Villepin. Et à gauche, tous mes amis sont révolutionnaires. Communistes, trotskistes, maoïstes, tous. André Comte-Sponville, Alexandre Allaire, tous les BHL, les Glucksmann, tout ça, maoïstes. Bon, je suis le seul... avec Jean d'Ormesson, mais enfin, c'est pas la même génération, à être, avec Aron, que j'adorais évidemment, à être, voilà, au fond, un libéral, social-démocrate modéré, mais pas, il n'y a rien de génial là-dedans, mais à dire, mais non, voilà. Et tous mes amis de droite sont nationalistes, tous mes amis de gauche sont révolutionnaires. Ils n'ont pas compris, et je vous dis ça parce que c'est la chose la plus importante à mes yeux, c'est la clé de compréhension du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la révolution, c'est mort. Il n'y a plus un seul révolutionnaire à Paris. Il n'y en a pas un. Mélenchon n'est pas révolutionnaire. Il ne veut pas prendre l'Élysée par les armes. Bon. C'est un social-démocrate un peu dur, qui dit énormément de bêtises, mais c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un stalinien, c'est pas un bolchevique, c'est pas vrai. Il essaye d'imiter, il y a les gestes, mais il veut pas prendre l'Élysée par les armes. Et de l'autre côté, Marine Le Pen n'est pas Hitler, pas plus que Madame Mélanie n'est Mussolini, c'est idiot. Voilà. Et donc, la nation et la révolution, c'est mort, c'est comme une coupe de champagne qui a perdu ses bulles. Je suis patriote, j'aime la France, c'est pas le problème. Enfin, j'adore la Suisse, j'aime l'Allemagne, j'ai fait mes études en Allemagne. Bon, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que la question politique, et rassurez-vous, je ne vais pas parler longtemps, mais la question politique, je dis bien la question politique, c'est pas la question de la nation ou de la révolution, là, comme c'était le cas en 68. La question politique, c'est quel monde, nous les adultes, nous allons prendre la responsabilité de laisser à nos enfants. Les enfants, c'est pas les miens. C'est pas égoïste, c'est l'humanité qui vient, c'est les générations futures. C'est la question de la dette, est-ce qu'on va leur laisser une ardoise? C'est la question de la guerre avec l'islam, c'est la question de la protection sociale dans le cadre de la mondialisation, c'est la question de l'écologie, c'est la question de l'école. C'est toutes les grandes questions politiques. Et là, il faut comprendre une chose, autrefois, jusqu'au fond aux accords d'Évian en 62, jusqu'à la guerre d'Algérie, eh bien, la société civile était taxée par l'État. La société civile était au service de l'État. C'est l'inverse aujourd'hui. L'État est au service des familles, c'est ça la nouveauté de la vie politique. Et c'est très bien comme ça. L'État, il est fait pour servir les familles, pour que nos enfants aient un avenir qui tienne la route et qui soit heureux. Voilà. Et donc, il faut comprendre ça. Et dans ce cas, la question des générations futures, c'est la question cruciale. C'est pas la question de la nation, de la révolution. C'est fini, ça. C'est mort. Le général Nivelle, il n'y a pas un seul Français aujourd'hui, ni d'ailleurs un Suisse, qui vivrait ce que mon grand-père a vécu dans les tranchées en 1914. C'est fini, ça. C'est-à-dire, ce nationalisme-là, il est mort. De même que l'idée révolutionnaire, elle est morte. Voilà. Il reste, on peut aimer sa patrie, mais c'est pas le mortifère. On va pas mourir pour la patrie, c'est pas vrai. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de le faire. Et donc, c'est la question fondamentale, celle qui donne du sens, c'est la question de nos enfants. Parce que pour nos enfants,
On est prêt à tout. Moi, j'ai 3 filles, je donnerais ma vie à la seconde s'il le fallait pour n'importe laquelle de mes filles. Mais ça va avec le fait que cette sacralisation des générations futures de nos enfants, c'est ce qui permettrait aux Français de comprendre qu'il faut réduire la dette, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut travailler plus, parce qu'on ne travaille pas assez en France, bon, etc., etc. Les sacrifices sont possibles si on a un grand dessein, s'il y a du sens. Le grand dessein, c'est ni la nation, ni la révolution, c'est les générations futures. C'est le seul truc sur lequel les écologistes ont raison à mes yeux. Ils ont mis le doigt dessus. Et c'est ça qui a fait que l'écologie politique a fini par se structurer. Après, moi je ne suis pas décroissant, je pense que c'est une bêtise, mais peu importe, en tout cas, ils ont mis le doigt sur cette question du sens. Au moins, il y a du sens. Et c'est pour ça que ça passionne les jeunes, l'écologie, parce que ça a du sens. Voilà, je me tais, pardon, mais voilà, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Dans le monde intellectuel, comme dans le monde politique, on est encore vaguement révolutionnaire et vaguement nationaliste. Mais c'est pas vrai, c'est fini, ils n'ont pas compris. Et tous mes copains de ma génération, ben, ils étaient communistes, Maoïste, Trotsky, ils n'ont pas réussi à faire le ragionamento, ils sont toujours, ils sont vaguement marxistes, quoi, voilà, tu vois, comme Onfray, comme voilà, mon ami Comte Sponville, qui a été communiste jusqu'en 83, c'est le type le plus intelligent que je connaisse, c'est dingue quand même. Comme quoi, corruption, optimi, pessima, on peut être extrêmement intelligent et être complètement idiot. François, est-ce que c'est cette question, justement, la question politique que vient de nous énoncer Luc, est-ce que c'est la même qui est au centre du débat ou en Suisse? D'abord, est-ce qu'il y a débat politique? Est-ce qu'il y a une remise en question d'un fonctionnement? Est-ce que la question de la transmission est au cœur des préoccupations suisses? Bon, elle existe en Suisse, mais la question que beaucoup de Suisses se posent, c'est quelle est la place de la Suisse dans le monde. Parce que beaucoup de Suisses voient la Suisse, et beaucoup d'étrangers voient la Suisse un peu comme une île au milieu de l'Europe, comme un cas. D'ailleurs, on appelle la Suisse le Sonderfall en allemand, ça veut dire le cas particulier. C'est un pays qui s'est construit au cours des siècles, un peu contre l'Europe ou en marge de l'Europe, parce que en Europe, très souvent, les nations se sont construites autour d'une langue, autour d'une religion. Chez nous, on a 4 langues, on a 2 religions. Il y avait des monarchies autour de nous. On a été depuis très longtemps une république ou une série de républiques. Donc, on s'est construit en marge. Et en même temps, on est au cœur de l'Europe. C'est-à-dire que la Suisse est née autour des côles qui reliaient, du col qui reliait l'Allemagne à l'Italie. On exporte la plupart de nos biens vers l'Europe, on importe la plupart de nos biens de l'Europe et on n'est pas européen. Donc ça c'est un des grands débats. Et puis il y a d'autres débats. Le débat écologique est un débat vraiment important. Le vieillissement de la population. On va voter justement sur cette réforme de la prévoyance professionnelle parce que aujourd'hui la prévoyance professionnelle n'est plus capable, à cause du vieillissement de la population et des rendements des caisses de pension, de vraiment permettre de fonctionner comme elle devrait fonctionner. Donc on n'est pas isolé du monde, on est au milieu du monde, mais on est quand même toujours un peu en marge. Alors la grande question, c'est comment, on essaye depuis beaucoup de temps de trouver un moyen avec l'Europe d'être à la fois européen et de garder nos particularités, parce que c'est presque psychologique. Il y a des gens qui vous disent, si un jour vous devenez européen, c'est la Suisse qui disparaît. Ça c'est presque un peu, parce que comme on s'est toujours construit en marge du reste de l'Europe, si tout d'un coup tu rejoignais l'Europe, mais ça c'est vraiment une peur psychologique, ça n'a pas vraiment de réalité, mais peut-être que les Suisses romands partiraient vers la France, les Allemands vers l'Allemagne, les Suisses allemands vers l'Allemagne. Donc le fait de devenir européen, ça signifierait la fin de la Suisse. Donc ça c'est une question très importante, mais on partage avec le vieillissement de la population. Vous l'avez aussi en France, vous l'avez dans le monde entier. La question écologique, elle n'est pas limitée, je veux dire, à la Suisse. Donc on est à la fois au cœur du monde, et grâce à notre libéralisme, on est un pays très innovant, avec des universités de très haut niveau, de la recherche de très haut niveau. Ça, c'est le résultat, disons, de notre base libérale. Et à la fois, on est un peu en marge. Et bref, voilà.
Patrick Valélian, qui préside Inform, dit toujours c'est pas à la Suisse d'entrer. C'est une forme de boutade, mais c'est sans doute pas faux. En tout cas, il y a un fond de question dedans. C'est pas à la Suisse d'entrer dans l'Europe, c'est à l'Europe d'entrer dans la Suisse. Moi, je suis assez, si vous voulez, on dit souvent, on aimerait donner à l'Europe plus de Suisse. Parce que finalement, on est une Europe en miniature. On a ces différentes cultures. Et ben, on le sait tous, les Suisses allemands, c'est pas les Suisses romands, ni les Tessinois. Et pourtant, on arrive à coexister, on arrive à s'épanouir dans cette diversité. Alors, on a cette idée de l'Europe qui est aussi, on voit cette Europe technocratique qui impose des règlements depuis Bruxelles. Et alors, on se dit de temps en temps, est-ce que l'Europe pourrait pas un peu, bon, c'est prétentieux peut-être, mais s'inspirer un peu de la manière dont la Suisse fonctionne dans sa diversité? Parce que l'Europe aussi est très très diverse. Donc une espèce d'Europe fédérale, je sais pas. Non, moi je trouve que le modèle suisse est en effet un exemple à suivre pour l'Union européenne. Bon, si vous deviez rentrer, moi si j'étais suisse, pour rien au monde, je rentrerais dans l'Europe. Hein, pour rien au monde. Voilà. Et pourquoi? Parce que vous seriez obligé d'avaler ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Bon, c'est un peu technique, c'est-à-dire des milliers de directives qui vous pèseraient considérablement. Voilà. Donc je pense. Alors, c'est vrai que ce que paye la Suisse en étant libre, encore une fois, je trouve que ce modèle communautaire, enfin, ces différentes langues qui coexistent, l'italien, le romanche, le français, l'allemand, tout ça, moi je trouve ça formidable. C'est un merveilleux exemple de fédéralisme. D'une certaine manière, l'Allemagne aussi, elle est très très fédéraliste, l'Allemagne. Enfin, quand j'étais ministre de l'Éducation, j'avais personne en face de moi qui correspondait à mon poste. Il n'y avait pas de ministre de l'Éducation au niveau national, ça n'existe pas. Et donc, l'Allemagne aussi est un pays très très proche de ce point de vue-là. Puis les dialectes sont très différents en Allemagne, le souabe, le bavarois, tout ça, on ne se comprend pas entre dialectes allemands. Bon, donc c'est quand même très proche de la Suisse. Mais je pense que c'est un vrai modèle pour l'Europe. C'est un idéal à mes yeux. C'est un pays vraiment de ce point de vue-là formidable. Ce que vous payez, c'est simplement une absence de poids total sur le plan diplomatique, militaire et au niveau mondial. C'est-à-dire que la Suisse n'existe pas au niveau mondial. Elle a aucun poids sur la guerre en Ukraine ou sur la guerre en Israël aujourd'hui ou sur ce qui va se passer entre la prochaine guerre qui sera entre la Chine et le Japon. Voilà, donc là-dessus, évidemment, c'est un petit pays. Le neutralisme, je critique pas, je ne me permettrai jamais de critiquer, mais c'est un pays qui n'a aucun poids ni militaire ni diplomatique dans le monde. Et c'est ça qui vous donne cette liberté. Voilà. Et ça, vous le perdriez si vous rentriez dans l'Union européenne. Moi, je suis pour une Union européenne à 10. Voilà, je critique beaucoup l'Union européenne à 28. Je pense que c'est une immense erreur. Je suis pour une Union européenne à 10 avec une harmonisation fiscale et une harmonisation sociale pour éviter le dumping fiscal et le dumping social. On se tire la bourre, on se déteste tous en Europe. Et donc, on n'a pas le sens du bien commun européen. Il faut qu'on ait une Europe à 10 avec les pays fondateurs, les premiers pays fondateurs qui ont le même niveau démocratique et le même niveau économique, ou à peu de choses près. Évidemment, quand je parle d'harmonisation fiscale et d'harmonisation sociale, c'est pas sur le modèle français, sinon on sera tout seul. On a le taux d'imposition le plus élevé du monde. Bon, donc c'est pas possible. Mais sur une fourchette raisonnable, pour qu'on puisse retrouver une politique de puissance en Europe, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et quand Mme von der Leyen dit qu'on va avoir une Union européenne à 30, mais surtout ne rentrez jamais là-dedans, c'est une catastrophe. Moi, j'ai toujours été contre l'élargissement aux pays de l'Est. Il fallait les faire rentrer au fur et à mesure, c'est-à-dire d'abord la Pologne et la Hongrie qui ont à peu près le niveau, mais de toute façon, cet élargissement a tué toute espèce de politique de puissance dans l'Union européenne. On a zéro politique, ni sur le plan international, ni sur le plan... moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'impact que va avoir l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Plusieurs centaines de millions d'emplois vont être supprimés par l'IA. Je vous donne juste un exemple. J'ai rendu mon livre sur l'IA à mon éditeur il y a 3 jours, et pour m'amuser, j'ai fait traduire un chapitre de 50 pages à ChatGPT 4. Il suffit de lui donner le chapitre à traduire en anglais et en allemand, qui sont les 2 langues que je maîtrise suffisamment pour vérifier la traduction. Il a mis 6 minutes pour traduire 50 pages. 6 minutes. Pour taper, il tape les pages.
il y a zéro faute. J'ai pas un mot, pas une virgule à changer, y compris les blagues, y compris les subtilités, les références, il n'y a pas un mot à changer. Le métier de traducteur est mort. Pendant 30 ans de ma vie, j'ai été traducteur professionnel de l'allemand en français. J'ai traduit la critique de la raison pratique dans la Pléiade, par exemple. Pas facile. Ben là, il est meilleur que moi, je veux dire. Et il a mis 6 minutes. Si j'avais donné ça à un traducteur professionnel, il me prenait 1500 balles et il mettait 10 jours. Voilà, donc il y a des métiers qui vont disparaître, et je pense que ce type de questions, c'est dingue que nos politiques ne s'en occupent pas. Ça va être quel monde on va laisser à nos enfants si on a des dizaines, voire des centaines de millions d'emplois qui sont remplacés par des IA. Sam Altman, le patron de OpenAI et l'inventeur de ChatGPT, a déclaré, et je pense qu'il a raison, que dans la décennie qui vient, on verra apparaître des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars dans le monde, sans aucun salarié humain. Voilà. Et il a raison, c'est pas une blague, mais les gens savent pas. Voilà. Et donc je pense que sur ces questions-là, l'Union européenne ne pourrait exister qu'avec une politique d'investissement massif, c'est-à-dire de centaines de milliards d'euros dans la troisième révolution industrielle. Il ne faut pas dire quatrième, c'est une bêtise, hein, même si c'est un économiste suisse qui a inventé cette idée de quatrième révolution industrielle. C'est une absurdité, il n'y en a que trois. La troisième révolution industrielle, c'est celle de l'IA, de l'intelligence artificielle. La robotique et le big data sans l'IA, c'est que dalle. Un robot sans IA, c'est un tas de ferraille. Et la data sans IA pour l'analyser, c'est zéro. Donc voilà. Et donc je pense que là, on a absolument besoin d'une Union européenne à 10 avec une vraie politique d'investissement dans la troisième révolution industrielle, politique de puissance. Je m'arrête là, il y a quelques jours, une conférence sur l'IA avec le général Burkhardt, qui est le patron de l'armée française. J'avais 700 militaires en face de moi, j'avais tout ce qui compte comme amiraux, comme généraux qui étaient en face de moi. On a déjeuné ensemble après, et l'un des généraux qui était là me disait que si les États-Unis voulaient clouer l'armée française au sol, ils pourraient le faire en 10 secondes. Parce tous nos systèmes sont dépendants des États-Unis. Voilà, satellites, guidage des armes, des missiles, etc. Bon. Et donc, il me disait que pour retrouver une souveraineté militaire, il faudrait investir 40 milliards de dollars en France. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'une Union européenne. Alors si on avait une Union européenne à 10 avec les pays fondateurs, là je vous dirais de rentrer. Mais sinon, dans une Union européenne à 28, voire à 30, surtout restez chez vous. Hein. Avant cela, depuis aujourd'hui, Luc, peut-être que nous avons cette date du 5 septembre marque peut-être l'avènement du renouveau, du redressement productif en France avec le choix porté par le président sur Michel Barnier, non ? Renouveau, écoutez, Michel Barnier, c'est un ami, j'ai beaucoup d'amitié, d'estime pour lui. C'est exactement Cazeneuve à droite, c'est-à-dire c'est un homme tout à fait honnête, un homme de dialogue, de consensus, qui est capable de faire rentrer dans son gouvernement des sociodémocrates présentables comme des gens de droite. Bon, c'est quelqu'un de tout à fait estimable. Mais renouveau, pitié, on a le même âge, à 6 jours près, donc tu parles de renouveau. Bon. Et par ailleurs, bon, c'est un homme, encore une fois, de consensus, c'est pas un homme il ne va pas renverser la table. Du reste, comme de toute façon, il n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, au maximum, il aura 220 députés qui voteront pour lui, mais la majorité est à 289, il ne les aura de toute façon pas, impossible de les avoir, parce qu'il n'y aura ni le Rassemblement national avec lui, ni la NUPES, enfin, Nouveau Front Populaire, donc ni l'extrême gauche, ni la droite nationaliste, souverainiste. Bon, donc de toute façon, quel que soit le Premier ministre et quel que soit son talent, il ne pourra rien faire. Voilà, il sera totalement bloqué. La seule chose qu'il pourra faire, c'est de la com et du sociétal. Ah oui, on pourra faire l'euthanasie, on pourra mettre la loi Veil sur l'avortement dans la Constitution, ça ne mange pas de pain. Comme disait ma grand-mère, ça sert à rien. Personne ne veut revenir sur la loi Veil en France. Personne, ni l'extrême droite, ni la gauche, personne. Donc mais ça mettra la manif pour tous dans la rue, ça occupera les journalistes. On dira, voyez, on a fait une belle réforme, c'est courageux, parce qu'il y a des gens dans la rue, donc on est courageux. Voilà. Mais ça sert strictement à rien. Encore une fois, la France, elle a besoin, d'assainir les comptes publics, des problèmes de sécurité, d'immigration, la question d'antisémitisme devient quand même extrêmement brûlante, et puis 3, on a besoin d'une école qui se recentre sur les fondamentaux. On a 35% d'illettrés à l'entrée en 6e, c'est à l'âge de 12 ans, c'est pas acceptable. Voilà. Et par ailleurs, à l'âge des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. J'ai là des deepfakes, tiens, je vais vous en montrer une. Mon ami Laurent Alexandre, il a fabriqué un jumeau numérique de lui-même. Vous pouvez discuter avec lui, vous posez des questions, le jumeau numérique répond en moins de 2 secondes.
Voilà. Et ce jumeau numérique a discuté avec ses enfants qui ont 23-24 ans, qui sont tous sauf idiots. Le jumeau numérique de Laurent Alexandre a discuté pendant 20 minutes avec ses enfants qui ne se sont pas aperçus que ce n'était pas leur père. Voilà. Dans une visioconférence, un avatar du patron de la boîte a fait virer 25 millions de dollars à Hong Kong à une cyberattaque parce que c'était un avatar, c'était un jumeau numérique qui était dans la visioconférence, c'était pas le patron de la boîte, c'était un jumeau numérique, c'était une cyberattaque. Et là je vais vous mettre vous pouvez pas le voir mais vous allez l'entendre, de Macron disant qu'il a lu mon livre. C'est une pure deepfake. Je viens de lire la frénésie du bonheur de Luc Ferry et j'ai été tout simplement abasourdi par autant de clairvoyance et de lucidité sur notre époque. Je le conseille à tous. Merci. Je l'aime par Obama, par Zuckerberg, et c'est une boîte, c'est des jeunes, des copains qui sont devenus des amis qui m'envoient les deepfakes, et elles sont indétectables aujourd'hui. Vous pouvez mettre une deepfake, vous pouvez faire croire qu'un mari trompe sa femme, vous pouvez mettre la tête d'une gamine de 3e sur un film X, le mettre sur les réseaux sociaux et bousiller sa vie. Donc tout ça n'est pas drôle. Évidemment, c'est un deepfake. Quand je l'ai mis sur les réseaux sociaux, il y a un tas de gens, y compris des amis, qui m'ont félicité, qui m'ont dit « Mais tu vois, Macron est raisonnable. » Non, en fait, il ne peut pas m'encadrer, c'est assez réciproque. Et voilà, j'ai la même par Obama, par Zuckerberg, enfin, et c'est indétectable. Elles sont parfaites aujourd'hui. Le mouvement de la bouche, tout est absolument parfait. Mais le pire, c'est les jumeaux numériques. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, l'émission que je fais avec Danny Cohn-Bendit tous les dimanches soirs, je ne peux absolument pas être certain que c'est avec lui que je parle. C'est impossible de le savoir. Alors, je sais que c'est avec lui parce que je le connais, mais on pourrait parfaitement fabriquer un jumeau numérique qui me dira et qui répondra, qui discutera avec moi en disant il suffit de le remplir avec tout ce que dit Danny depuis je ne sais pas combien de temps sur Gaza, sur l'Ukraine, etc. Vous voyez, donc ça, il faut absolument s'en occuper. Et c'est pas normal que nous soyons le Zimbabwe des États-Unis, qu'on soit une colonie des États-Unis sur la question de la 3e révolution industrielle. C'est insupportable. Voilà. Et ça suppose l'IA, ça suppose qu'on ait une politique de puissance dans l'Union européenne. Et là, si on était à 10, oui, je vous inviterais volontiers, mais c'est pas le cas. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question, surtout sur le futur. Comment voyez-vous la suite, je pense au niveau structurel, économique et politique, avec les nouvelles générations qui vont arriver en politique et dans le monde du travail ? Ah, d'abord, je vous remercie parce que vous faites baisser la moyenne d'âge dans la salle. Ça, je vais me faire engueuler, mais attends, je peux le penser à moi, j'ai 73 ans, arrêtez, je me moque de moi-même. Mais je pense que, et c'est pas une blague ce que je vais vous dire, que les jeunes, comme vous, je sais pas quel âge vous avez, mais à peu près l'âge de mes filles, à ce que je vois, les jeunes ne s'engagent plus en politique. C'est la dernière... voilà. Ils s'engagent... En fait, leur idéal, c'est soit le sport, c'est Mbappé ou je sais pas quoi, c'est soit les grandes des GAFA, c'est Zuckerberg, c'est Elon Musk, etc. Bon, c'est en tout cas du côté des grandes entreprises, ou du côté du sport, ou du côté du cinéma, du côté des endroits... Mais du côté de la politique, non, il n'y a pas de jeunes en politique. Vous savez, ce qui est très fascinant, c'est que quand vous regardez l'histoire politique européenne, je parle même pas seulement de la France, vous aviez des personnalités qui étaient premiers ministres à 30 ans. Barnier, c'est pas bon, faut être méchant, mais c'est voilà, il a 73 ans. Bon, et donc regardez aux États-Unis, on a un pervers narcissique d'un côté, un gâteux de l'autre, et ils ont 80 ans, voilà. Et donc et en France. Alors, il y a quelques jeunes, il y a Gabriel Attal, voilà, qui a du talent, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc, je vois mes enfants, qui sont, mes 3 filles, qui sont vraiment intelligentes, elles sont... c'est pas parce que c'est mes filles, mais c'est vrai, bon, elles ont fait des bonnes études, le SCP, le HL, le Penningen, des belles études, bon, aucune ne s'intéresse à la politique. Aucune. Voilà. Et je vois, et leurs amis non plus. Comme elles sont très jolies, j'ai plein de garçons qui viennent à la maison, ils ne s'intéressent pas non plus à la politique. Et les jeunes aujourd'hui, ils s'investissent dans d'autres domaines, dans plein d'autres domaines, mais généralement les domaines y compris la science, pas forcément des choses faciles, mais certainement pas la politique. Voilà. Et je vois c'est la même chose dans le domaine intellectuel.
Je ne vois pas d'intellectuels jeunes. Enfin, vous devez me trouver une exception ou deux. Mais enfin, Onfray, il a 65 ans. Finkielkraut, il est déjà... Attends, je suis enregistré, je peux pas... Enfin, il est vieux. Voilà, on censure, voilà. André Consponville a mon âge. Enfin, voilà, et des traits... Alors que, je termine avec ça, en 1980, quand Pierre Nora lance sa revue, la revue de Gallimard, Le Débat, qui est la revue la plus intellectuelle qui soit, il fait une revue sur les intellectuels qui comptent et qui vont compter. On est en 80, j'ai 30 ans. Bon, tous ceux que je viens de citer sont déjà là. À 30 ans, j'étais déjà enfin, célèbre, si je puis dire, dans le monde intellectuel, dans le littéraire. J'avais mon ami François Furet faisait des papiers sur moi dans le Nouvel Obs. Bon. Et donc, voilà, aujourd'hui, vous trouvez absolument rien d'équivalent. Donc, c'est très important de comprendre pourquoi les jeunes, aujourd'hui, ne s'engagent plus ni du côté intellectuel, ni du côté politique. Ça ne les intéresse pas. Alors, vous pouvez être une exception, c'est peut-être votre cas, mais globalement, à part l'écologie, mais c'est le seul domaine dans lequel il y a un peu d'engagement des jeunes. Oui. Est-ce que c'est le cas en Suisse? On voit beaucoup autour de nous, beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique. Non, l'écologie, c'est ce qui les intéresse le plus aussi. C'est l'écologie. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, parce que dans le domaine de l'écologie, il y a cette question génération future a du sens. Ce n'est pas le cas dans les autres partis, il n'y a pas de sens dans les autres partis, il y a zéro sens. Il n'y a pas de vision du monde, il n'y a rien. Oui, Monsieur Ferry, bonjour. Je suis français, expert comptable et résident fiscal en France. Si je vous ai bien compris, il faut vite qu'avant le 31 décembre, je prenne la résidence fiscale suisse. Parce que la loi de finances pour 2025, qui va être peut-être discutée, ne concernera que l'année 2025. Donc si on prend la résidence fiscale suisse avant le 31 décembre, je pense qu'on échappera à leur établissement de l'ISF, climatique, etc., à tous les impôts. C'est ma première question. Si vous permettez, j'ai une autre question plus large. Oui. Je vous trouve très, très dur vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ah oui, je le suis. En fait, là, non, mais attendez, s'il vous plaît. Moi, j'ai vécu toute la période de mai 68, j'étais étudiant à Paris, donc j'étais même à l'école avec Dominique Strauss-Kahn, c'est une référence. Mais si vous voulez, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, parce qu'en fait, le véritable problème de la France, il faut savoir que le dernier budget excédentaire, il y a 50 ans, c'est 1974. C'était sous Georges Pompidou. Enfin, et celui qui a créé une catastrophe en France, c'est François Mitterrand. Parce que quand il est arrivé, il a mis la retraite à 60 ans, il a créé l'impôt sur les grandes fortunes, ce qui fait que, j'ai fait les calculs, j'ai lu les études, il y a à peu près 25 000 foyers fiscaux français qui ont quitté la France, qui payaient 50 milliards d'euros d'impôts. Donc, il a créé une gabegie, bon, moi je ne parle pas de 35 heures et du reste. Hein. Si vous voulez, le véritable problème, c'est François Mitterrand, qui a créé un trouble et personne n'a rien fait derrière. Il n'y a jamais eu de budget excédentaire, absolument jamais. Et donc je pense que... Alors bon, Macron évidemment, il n'a pas été exceptionnel, hein, mais le véritable problème c'est François Mitterrand. Mais il ne faut surtout pas un budget excédentaire, c'est une absurdité. Il suffit qu'on ait un déficit qui soit gérable. Et donc quand je suis arrivé au gouvernement, je vous redonne les chiffres, je suis désolé, on était à 58% du PIB, on était exactement au même niveau que l'Allemagne. Aujourd'hui, on est considéré par les Allemands comme des clowns, comme des pitres. On n'est pas sérieux. Voilà. Et donc, je vous donne simplement un chiffre, mais vous avez le droit d'être macronien, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais avec Macron, on a pris 800 milliards d'euros de dettes supplémentaires. 800 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Alors, vous me direz, bah oui, mais pendant la pandémie, il fallait soutenir les entreprises. Mais évidemment qu'il fallait soutenir, mais il fallait mettre des économies en face. Il fallait pas recruter 50 000 fonctionnaires cette année. Voilà. Et donc, non, je suis désolé, je ne peux pas dire autre chose. Je pense que 800 milliards de dettes en plus, c'est une véritable catastrophe. Catastrophe, voilà. Et je pense que les Français n'y comprennent rien, en particulier les chefs d'entreprise, qui prennent l'argent parce qu'on les a aidés pendant la pandémie et qui se foutent de la France. Voilà. Et donc je dis, évidemment que sur Mitterrand, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, je vous rappellerai que Emmanuel Macron, sauf erreur de ma part, était ministre des Finances de François Hollande. Grandiose. S'il vous plaît, les questions plus rapides parce qu'on est très nombreux. Donc ne frustrez pas vos collègues. Bonjour, je vais faire très rapidement. Je voudrais rebondir sur la première intervention, sur l'intéressement des jeunes sur la politique. Ça sous-entend pour moi que ça va laisser un vide. Donc ce vide, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait le remplir? Est-ce qu'il y aurait un risque? Donc voilà,
Non, c'est intéressant. Non, c'est une vraie question, il faut pas rire, parce que l'intelligence artificielle peut jouer un très grand rôle, y compris sur le plan administratif, en tout cas dans les services publics, sinon sur le plan politique. Maintenant, je pense que non, je pense que les grands politiques, les très grands, sincèrement, je pense qu'il n'y en a pas en France aujourd'hui. Mais les très grands comme De Gaulle, comme Mitterrand, comme Chirac, quoi qu'on pense de Mitterrand, enfin, je pense qu'il a été une catastrophe pour le pays, mais peu importe, c'était quand même un grand politique. Bon, je pense que c'est comme un grand prof. Je vais vous dire, un grand prof, c'est d'abord un charmeur, un séducteur, c'est quelqu'un qui vous fait rentrer dans un monde de culture pour lequel vous n'aviez aucun intérêt et qui vous donne absolument envie de découvrir parce que vous avez le sentiment qu'il dispose d'un pan de la culture, d'un pan de la connaissance qui est important et qui est passionnant. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est pas remplaçable par une machine, quelle que soit son intelligence. Voilà. Donc je pense qu'un grand politique, c'est quelqu'un qui a du charisme. Charisme, c'est-à-dire du charme. Voilà. C'est un séducteur aussi. Alors ça peut être un séducteur pour le pire, comme Hitler ou comme Lénine, mais ça peut être un séducteur pour le meilleur. Mais ça, c'est pas très remplaçable par une machine. Sauf si un jour on arrive, mais c'est un autre débat, à une IA forte, c'est-à-dire à une machine qui a des émotions et la conscience de soi, c'est-à-dire une post-humanité. Ce que je ne crois pas, mais 99% des chercheurs en IA que j'ai rencontrés pensent qu'on y arrivera parce qu'ils sont matérialistes. Mais c'est un autre débat dont je parlerai demain si ça vous intéresse. Mais est-ce qu'on a la même configuration, François, du côté de la Suisse, justement, avec une jeunesse, enfin en tout cas un monde politique pour l'instant non substantiel? Non, je crois qu'en Suisse, c'est un peu la même donne. Mais il n'y a pas de charmeur, il n'y a pas le bon prof. Non, mais on n'a pas, parce qu'en Suisse, la personnalisation de la politique est totalement différente. Tu demandes à un Suisse qui est le président ou qui est la présidente, la moitié des Suisses ne savent pas qui c'est. Savent pas qui c'est. Donc, comment? Chaque année, ça change. Oui, mais quand même, si tu t'intéressais à la politique, tu devrais quand même savoir qui est le président. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Merci à tous les deux, à tous les trois. D'ailleurs, dans les grands débats qui peuvent faire vivre la vie politique, animer la vie démocratique, François Barras nous a montré qu'en Suisse, il y avait la question de la place de la Suisse dans l'Europe et dans le monde, même en l'absence d'idéologie nationaliste. J'ai l'impression qu'en France, ce sujet a été très important dans toute l'histoire, et la dernière fois sans doute explicitement avec le général de Gaulle, et que depuis, c'est un sujet qui a disparu du débat démocratique. Alors, que s'est-il passé? Qu'en pensez-vous? C'est horrible à dire, mais la France est devenue une petite nation. Vous savez ce qu'on vit aujourd'hui, et c'est l'enjeu de la guerre en Ukraine, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte dans la presse. On est totalement dans l'humanitaire et dans la morale. Bon, l'enjeu de la guerre en Ukraine, comme l'enjeu, d'ailleurs, c'est un peu la même chose avec Gaza, c'est l'émergence du Sud global qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le déclin de l'Occident et l'émergence du Sud global, ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Aujourd'hui, l'enjeu pour Poutine que je connais, avec qui j'ai pu parler, j'ai enseigné des années en Russie, je connais très bien l'Ukraine aussi, l'enjeu pour Poutine, c'est de devenir, grâce à l'appui de Modi, donc le Premier ministre indien, et puis du président chinois, devenir le leader de ce qu'on appelle le Sud global. Et par rapport à ça, la France est un tout petit pays, voilà. Et donc on a perdu quand même considérablement la place qu'on occupait du temps du général de Gaulle, et aussi ce qu'on vit, c'est d'une manière générale, pas seulement pour la France, le déclin de l'Occident. Voilà. Quelqu'un comme Poutine, par exemple, considère qu'on est nous les Occidentaux, qu'on n'a plus de valeur, qu'on n'est plus capable de faire la guerre, qu'on s'écroule dans la psychologie positive, le développement personnel, il y a le narcissisme et la quête du bonheur, et qu'on n'est pas capable de défendre quoi que ce soit qui tienne la route. C'est comme ça que Poutine nous voit. Et donc pour lui, encore une fois, l'enjeu de la guerre en Ukraine, il est là. Il est... qui va prendre le leadership de ce Sud global qui se révolte contre l'Occident. Je dis que c'est la même chose en Israël, parce que Israël est quand même détesté dans les 2 tiers du monde aujourd'hui comme étant le dernier bras armé, si je puis dire, de l'Occident blanc colonisateur américanisé. Voilà. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Et ça, c'est un changement complet de donne sur le plan international. Vous voyez. Et dans ce changement-là, la France
est en déclin comme l'Occident tout entier, et en plus, au sein de l'Occident, c'est un petit pays. Du temps du général de Gaulle, le général pouvait encore tenir tête à un président américain, c'est plus le cas aujourd'hui, c'est fini. Et pardon de le dire, je vais choquer notre ami qui est là, mais Emmanuel Macron, quand je le vois prendre Joe Biden par la taille et faire 20 mètres en le tenant par la... J'ai honte, je suis désolé, j'ai honte. Voilà. On fait pas ça, en plus c'est ridicule. Et donc voilà, et il est absolument pas respecté ni par Poutine, ni par Joe Biden, ni par aucun des grands leaders du monde. Voilà, on a quand même, pardon de le dire, on a un gamin à l'Élysée, voilà, mais qui n'est pas respecté, qui n'est pas, voilà. Et en Allemagne, Olaf Scholz, encore une fois, les Allemands considèrent qu'on est des clowns à cause de ces 3150 milliards d'euros de dette qui, pour les Allemands, sont pas acceptables. Voilà. Et donc, je suis désolé de le dire, parce que ça me fait de la peine de dire ça. Je préférerais dire du bien de mon président. Je serais heureux de dire qu'on a un type formidable, mais c'est pas le cas. Monsieur Ferry, comme vous le savez, l'histoire de France est remplie de périodes de hauts et de bas qui ont été constamment inculquées aux enfants en classe, avec un homme providentiel à chaque fois, et on a l'impression que la société française encore est dans cette optique d'attente d'un homme providentiel qui va clairement à l'encontre de ce qui se passe dans la démocratie helvétique. Ne faut-il pas aussi réformer un tout petit peu l'enseignement des choses pour aboutir à ça? Non, je pense on peut réformer l'enseignement, mais moi pour l'enseignement, ce que je veux, c'est qu'on retourne aux fondamentaux et que nos mômes apprennent à lire et écrire. C'est très bête ce que je dis, mais je trouve ça vital. Et puis qu'on règle les problèmes de harcèlement, de violence à l'école, et puis qu'on refonde complètement les cours d'instruction civique à l'heure des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Mais sur ce que vous dites, c'est une vraie question. Vous posez une question qui est tout à fait excellente. Ce que je dis simplement, c'est que je n'attends rien d'un homme présidentiel ou d'une femme providentielle et présidentielle. Et je pense que là, ce qu'a dit notre ami est très juste, et pour ça que j'admire le système suisse et le système allemand. On a besoin de concorde et de rentrer, au lieu d'être dans la logique de la haine, comme on est en France, tout le monde se déteste, tout le monde se critique, de rentrer dans une logique qui est une logique d'argumentation, discours éthique de Jürgen Habermas, et de discussion. Il y a toujours moi, voilà, j'aimais beaucoup Michel Rocard, par exemple. J'étais pas du tout, j'ai toujours été gaulliste, mais il y avait des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre dans la social-démocratie. Et même chez Marine Le Pen, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses qui sont vraies. Elle ne dit pas que des bêtises. Elle est tous aux fascistes. Elle est absolument pas antisémite. Elle est pas raciste. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un système dans lequel on finisse enfin par comprendre en France que le compromis n'est pas la compromission, c'est l'inverse. C'est une preuve d'intelligence et d'ouverture aux autres. Et il faut prendre ce qu'il y a de bon à droite comme à gauche. Et c'est pas du consensus smooth, ça demande au contraire beaucoup de travail. Et on voit bien qu'en Allemagne, en Suisse, vous faites ce travail-là. Nous, on le fait pas, on se déteste et on dit que tout le monde dit « Ah, mais moi j'ai raison, je suis génial ». Ben non. Et là, c'est ça. Plutôt qu'un homme ou une femme providentielle, j'attends qu'on réforme le système politique français, qu'on y mette la proportionnelle et qu'on arrête d'élire le président au suffrage universel, ce qui lui donne un pouvoir exorbitant qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, qu'on vit dans une monarchie ridicule. Voilà. Donc je suis désolé de le dire, ça me fait mais du temps du général de Gaulle, c'était parfaitement légitime, parce que d'abord c'était le général de Gaulle, c'était pas n'importe qui, mais aussi parce que c'était l'époque de la reconstruction de la France. Et puis on sortait de cette fichue 4e République où on pouvait rien faire. Donc le général de Gaulle a eu raison de faire cette réforme constitutionnelle, mais aujourd'hui on a tort de la poursuivre. On n'est plus dans la même configuration que étaient Pompidou, de Gaulle ou même Mitterrand. Voyez, mais Mitterrand s'en est servi, à mon avis, et là-dessus je suis d'accord avec vous, pour prendre des mesures qui, sur le plan économique, ont été vraiment catastrophiques et qui ont entamé le déclin de la France. Là-dessus, on est d'accord. Sur un plan plus fondamental, Aristote, vous me corrigerez, Monsieur Ferry, me semble-t-il, quand il parlait de la démocratie, disait qu'elle vivait des cycles et qu'au bout d'un certain temps, les peuples exigeaient trop de l'État, l'inflation s'installait, et que cela amenait à l'arrivée d'un tyran, ou en tout cas d'un pouvoir tyrannique qui avait pour mission de remettre l'ordre, de retrouver des conditions, de recréer des conditions favorables pour installer à nouveau un régime démocratique et ainsi de suite. Il est arrivé aussi dans l'histoire que cela se termine par des guerres. Alors, dans cette époque de fin de civilisation, on a un autre exemple avec Rome.
qui a vécu une inflation, et si je me souviens bien, cela a amené la fin du régime. Qu'en pensez-vous ? Non, je pense que le vrai danger, je comprends ce que vous dites, et la question est excellente, je pense que le vrai danger, c'est l'individualisme narcissique dans lequel on est plongé, c'est-à-dire cette espèce de quête du bonheur que vend la psychologie positive, les coachs, le bonheur en 15 leçons, bon, le développement personnel, tout ça nous vient des États-Unis, et je pense que ça a entraîné quelque chose qui est désastreux sur la question démocratique que vous posez à juste titre, c'est qu'on a la prolifération des droits et le déclin de la loi. Tout le monde est convaincu d'avoir des droits, vous avez des droits des femmes, des handicapés, des juifs, des arabes, des français, de ce que vous voulez. Bon. Et puis vous avez, en revanche, un rapport à la loi qui s'écroule littéralement. Et je pense que ce narcissisme-là, c'est une catastrophe. Et il y a un auteur qui s'appelle Fabrice Miedal qui a publié un livre qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Voilà. Et il explique que Narcisse est son modèle. Voyez. Alors, le livre commence par ça, je vous cite exactement parce que ça me fait rire. Je suis génial, vraiment génial, et ça n'est pas une fausse pudeur qui va m'empêcher de vous le dire. Quand tu arrives à écrire des conneries pareilles, moi ça m'arrive de le penser, mais je ne l'écris pas, tu vois. Il y a des limites. Voilà. Et donc cette espèce de narcissisme fou de la psychologie positive. Et vous savez, tenez, je vous donne un dernier exemple. Comment il s'appelle le psychiatre de la psycho... Ouais, non, pas l'autre, celui de la psychologie positive. Oui, Christophe André, bon, qui est un type très gentil, d'ailleurs, il a toujours un sourire merveilleusement d'une gentillesse infinie. Moi, ça m'exaspère quelquefois, vite la méchanceté. Bon. Mais on a besoin aussi un peu de se réveiller. Mais alors, Christophe André, il a écrit un livre qui s'appelle « Imparfaits, libres et heureux, pratique de l'estime de soi ». D'accord ? Dans ce livre, il y a un chapitre, je ne blague pas, hein, je cite exactement, j'ai une mémoire d'éléphant. Il y a un chapitre dans lequel il explique que la vraie sagesse, ça consisterait à s'aimer soi-même comme vous aime votre meilleur ami. Puis il se reprend, c'est pas suffisant. Il faut s'aimer soi-même comme on aime un de ses enfants. Et bordel, si j'arrive un jour à m'aimer moi-même comme j'aime une de mes filles, mais mettez-moi directos en hôpital psychiatrique, c'est pas la définition de la sagesse, c'est la définition de la folie. Voilà. Comme disait mon vieux prof de grec en parlant d'un intellectuel médiatique très connu, dont je ne citerai pas le nom par charité chrétienne, il le regarde à la télévision, il me prend la main, il me dit « Tiens, il prend l'arrêt de son cul pour le méridien d'origine. » C'est ça qu'on est en train de vivre. Pardon d'être un peu grossier, mais c'est pour me faire comprendre. Et donc cet individualisme narcissique, c'est la catastrophe démocratique, parce que c'est prolifération des droits, déclin de la loi. Voilà. Ça, c'est démocratie contre république, pour parler comme Régis Debray. Là-dessus, il a raison. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui risque d'entraîner ce que vous dites, très justement, c'est-à-dire le déclin de l'idée démocratique avec l'émergence d'un tyran qui pourrait essayer de... Voilà. Et Poutine comprend ça très bien. Poutine est très intelligent, il est tout sauf idiot. J'ai pu parler avec lui puisqu'il parle l'allemand comme le russe et pas l'allemand comme le français. Et c'est très intéressant de voir à quel point il nous méprise. C'est ça qui anime toute sa guerre contre l'Ukraine. Voilà. Et d'ailleurs, du reste, je ne veux pas développer ça, mais les Ukrainiens ont été fous, Poroshenko a été fou de déclencher la guerre du Donbass. Tout est parti de là et c'était une erreur dramatique. Il y a eu 15 000 morts, ils ont massacré 6 000 civils. Poroshenko a levé 10 milices privées, parce que l'armée ne suffisait pas, dont le fameux bataillon Azov, 6 000 gars habillés en Asie, pour aller massacrer les russophones de l'Est et du Sud donc du Donbass, et donc de Luhansk et de Donetsk. C'était absurde. Ils ont de la chance que ce soit Poutine. Ça aurait été Medvedev, il aurait rasé l'Ukraine. Voyez, et donc on ne dit que des bêtises sur cette guerre. Et l'enjeu, encore une fois, c'est pas le fait qu'il y ait des morts tous les jours. Ils sont malins, les journalistes. Ah oui, c'est une guerre, tiens, il y a des morts, c'est bizarre. Non, c'est vraiment idiot. L'enjeu, encore une fois, c'est l'émergence du Sud global. C'est ça et du déclin de l'Occident. C'est ça qui est derrière. Et c'est ça qui devrait nous préoccuper. Voilà. Et c'est ça qui est vital pour nous, parce que moi, je continue à dire que cette civilisation européenne, c'est la civilisation de l'émancipation des femmes. Il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. C'est la civilisation de la science et c'est la civilisation des droits de l'homme et de la démocratie. C'est grandiose. Et de l'innovation capitaliste. Donc c'est ça qu'on risque de perdre avec notre imbécilité à ne pas comprendre qu'on a une révolte du Sud global qui risque de nous submerger si on continue à être aussi arrogant, à être aussi prétentieux. Voilà. Et comme vous avez mentionné dans votre discours une ardoise, et comme on n'aime pas gaspiller en Suisse, on vous offre une ardoise
avec, tu peux lui donner l'intérieur du cadeau, s'il te plaît, avec votre nom et avec Swissmade Culture. Voilà. C'est une vraie ardoise, quoi. Une vraie ardoise de chez nous. Et la même chose pour François Barras, notre président, qui pour une fois, il a un cadeau. Et Karine, il paraît que toi, tu t'es convertie à la marche comme bonne parisienne. Et il y a ton nom, et comme ça, si tu as soif, tu bois l'eau de chez nous. Merci. Merci beaucoup Michel, à qui cette soirée doit beaucoup. Donc je le remercie. Swissmade Culture a la chance d'avoir un directeur exceptionnel et vous en profitez bien, je crois, de rencontres, en débats, en événements culturels organisés par Swissmade Culture. On est très content d'avoir travaillé avec Swissmade Culture au nom d'Inform, donc merci. Au nom d'Inform, merci François Barras, merci d'avoir eu la gentillesse de venir converser avec Luc Ferry. Luc Ferry, merci de nous avoir honorés de votre présence et de nous avoir éclairés avec humilité et avec beaucoup d'humour aussi. L'intelligence n'est pas solennelle. Voilà, et elle se partage merveilleusement bien. Merci à tous d'être venus en nombre et de façon presque comme ça au débeauté. Un pot de l'amitié vous attend et encore une fois merci de votre attention et de la qualité de vos questions.